Parfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point presse du ministère des Armées. Donc, je commencerai avec les actualités du ministère. Et le focus thématique cette semaine portera sur le défilé du 14 militaire, du défilé militaire du 14 juillet. Le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, fera un dernier point sur les opérations militaires françaises. Donc, je débute ces actualités avec une prouesse technologique. Le lancement d'Ariane 6 qui s'est tenu mardi. Le ministère des Armées salue le succès de ce lancement qui constitue un moment historique pour l'Europe spatiale. Après 10 ans de travaux, le programme Ariane 6 franchit une étape clé et marque la réussite d'une politique volontariste visant à maintenir la France au meilleur niveau technologique mondial. Le succès d'Ariane 6 illustre l'efficacité de la coopération européenne dans le domaine des lanceurs et les composantes terrestres, maritimes et aériennes des forces armées en Guyane ont assuré la protection du site de lancement du centre spatial guyanais dans le cadre de l'opération Titan. La prochaine étape du programme sera le lancement d'un satellite militaire. Je continue avec un sujet important en début de période estivale. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille a ouvert la saison feu de forêt 2024. L'ouverture et la fermeture de cette saison sont décidées chaque année par le ministère de l'Intérieur en fonction des conditions climatiques sur la commune de Marseille et dans ses environs. Et en 2023, elle avait duré 90 jours. Cette saison mobilise jusqu'à 170 personnels d'astreinte, en plus des 350 militaires disponibles toute l'année en caserne. Et l'ouverture de la saison implique également le prépositionnement de citernes, feux de forêt, sur des points stratégiques, ainsi que l'appui autant que de besoin de 2 hélicoptères bombardiers d'eau en coordination avec les moyens terrestres. Les objectifs de la doctrine de lutte contre les feux de forêt sont les suivants. Prévenir le feu, maîtriser l'éclosion au stade initial et limiter le développement catastrophique. Plusieurs mois de préparation individuelle et collective des marins-pompiers ainsi que de nombreuses actions de prévention auprès de la population locale et touristique ont permis une montée en puissance de l'unité. Cette préparation s'inscrit dans un contexte particulier avec l'approche des Jeux olympiques et paralympiques et la participation du bataillon au dispositif de sécurisation des épreuves de voile. Les marins-pompiers de Marseille sont également mobilisés afin de faire face à l'afflux touristique attendu. Un public qui n'est pas toujours sensibilisé aux forêts méditerranéennes et aux risques de feu. Jeudi prochain, le 18 juillet, une nouvelle unité opérationnelle équipée d'avions de chasse Rafale sera inaugurée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général d'armée aérienne Stéphane Mille, sur la base aérienne 115 d'Orange. Créée en 1949 puis dissoute en 1995, la 5e escadre de chasse sera recréée, tandis que l'escadron 1-5 Vendée sera réactivée après 17 ans de mise en sommeil. La 5e escadre de chasse assurera des missions conventionnelles de l'armée de l'air et de l'espace, dont la posture permanente de sûreté aérienne. Conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030, l'armée de l'air et de l'espace poursuit la montée en puissance de sa flotte d'avions de chasse Rafale en recréant la 5e escadre de chasse sur la base aérienne 115 d'Orange. Cette réouverture fait suite au retrait des Mirage 2100 et de la mise en sommeil de l'escadron de 5 Île-de-France à l'été 2022. 175 millions d'euros ont été investis dans la réhabilitation des infrastructures de la base aérienne qui devrait accueillir 2100 militaires d'ici 2030. Et si vous souhaitez assister à ces cérémonies, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace. À quelques semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, les armées sont déjà pleinement mobilisées pour la sécurisation des Jeux. Et mardi prochain, l'armée de terre présentera dans la zone d'Ivry-Charenton les capacités mises en œuvre pour assurer la sécurisation de la Seine. Le général adjoint engagement, Éric Chassebeuf, exposera les missions du dispositif Sentinelle JOP 2024. Les médias assisteront également à la présentation des capacités spécialisées, équipe cynophile, drones et lutte anti-drone, avant d'embarquer à bord d'une patrouille fluviale pour assister à un entraînement des plongeurs. J'invite les médias qui sont intéressés à se rapprocher du CIRPA Terre.
Je poursuis avec le focus thématique dédié cette semaine au défilé militaire du 14 juillet. Cette année, la cérémonie revêt un caractère particulier, comme vous le savez, en raison de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans la capitale. Le défilé militaire du 14 juillet se tiendra exceptionnellement sur l'avenue Foch. Pas moins de 4000 militaires, 22 hélicoptères, 43 avions et 162 chevaux de la garde nationale défileront pour l'occasion. Par ailleurs, de multiples activités seront proposées en parallèle du défilé. Vous pourrez retrouver des démonstrations et expositions de plus de 60 innovations de 10h à 19h à l'Hôtel national des Invalides. L'armée de terre y déploiera notamment l'ensemble de ces nouveaux véhicules TAC de la gamme Scorpion, dont le Jaguar. Des stands de présentation et de recrutement des trois armées, de la DGA et de la BSPP, seront également présents. Et une collecte de sang sera organisée par le Centre de transfusion sanguine des armées. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher du centre média. Nous allons revenir sur les thèmes du défilé de ce 14 juillet. D'abord, nous avons celui du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire de la France. L'animation initiale rendra hommage à nos alliés qui ont pleinement contribué à la libération de la France. Durant le défilé des troupes, chaque armée mettra à l'honneur des unités qui ont particulièrement œuvré lors de la libération. Alors pour l'armée de terre, nous aurons notamment 46 militaires du régiment du Marche du Tchad, créé par le général Leclerc en 1943. Ce régiment a constitué l'élément d'infanterie de la 2e division blindée lors de la libération de la France. Il débarque en Normandie en 1944, libère Alençon, Paris, puis Strasbourg. Il s'agit de l'unité terre qui comprend le plus de compagnons de la libération à titre individuel, puisqu'ils sont 106. Nous avons également le régiment d'infanterie de la marine du Pacifique Polynésie, qui défilera avec les autres troupes à pied. Ce régiment a notamment combattu lors de la campagne d'Italie, participe au débarquement en Provence en 1944, puis à la campagne de libération de la France. Le régiment est en outre titulaire de la Croix de la Libération. Le 3e Rama sera également représenté par 113 militaires lors du défilé. Son étendard compte parmi les plus décorés. Compagnon de la Libération, le régiment a également été décoré par le président des États-Unis qui lui a décerné la Presidential Unit Citation pour son action au sein de la 2e division blindée dont il était un des régiments d'artillerie. Pour la Marine nationale, deux unités de la force maritime, des fusiliers marins et commandos qui ont œuvré pour la libération de la France seront particulièrement mises à l'honneur. En premier lieu, le commando Kiefer, créé en 2008. Le commando porte le nom du capitaine de corvette Philippe Kiefer, créateur des commandos marines français en 1942 et commandant du 1er bataillon des fusiliers marins. Commando composé de 177 hommes lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Nous aurons également le bataillon de fusiliers marins Amiot-d'Inville qui s'inscrit dans l'histoire des unités de fusiliers marins qui se sont notamment illustrées lors de la bataille de Bir Hakeim, de la campagne d'Italie, ainsi qu'aux libérations de Paris et de Strasbourg, sera également mis à l'honneur. Le 10 juin 1924 marquait les 80 ans de la disparition du capitaine de frégate Hubert Amiot-d'Inville, compagnon de la libération dont il porte le nom. Engagé dans les forces françaises libres dès juillet 1940, il prend le commandement du 1er bataillon de fusiliers marins en 1941. Et pour l'armée de l'air et de l'espace, des militaires de l'escadron de chasse 330 Lorraine et de l'escadrille française de chasse numéro 1 défileront. La Lorraine se spécialise au printemps 1944 dans le bombardement de nuit. Et le 6 juin 1944, dans le cadre du débarquement de Normandie, il diffuse un écran de fumée destiné à protéger les flottes alliées des bombardements allemands à très basse altitude. À titre individuel, le groupe de bombardement Lorraine a compté 54 compagnons de la libération dans ses rangs. Le 21 juin 1941, l'escadrille française de chasse numéro 1 reçoit la Croix de la Libération, devenant ainsi la première unité militaire titulaire de cette prestigieuse décoration.
9 pilotes de l'escadrille ont été faits compagnons de la libération à titre individuel. Je passe maintenant au deuxième thème, qui est celui des Jeux olympiques et paralympiques. Le défilé sera l'occasion également donc de promouvoir les valeurs communes portées par les armées et le monde du sport, à savoir le dépassement de soi, l'esprit d'entraide, le sens de la discipline et le courage. Lors de l'animation finale, 6 sportifs de l'armée de champions porteront des banderoles tricolores aux côtés de 24 réservistes opérationnels de la Garde nationale. Et il y a quelques semaines, nous avions parlé de la formation des volontaires découvertes de l'armée de terre, dit VEDAT, qui participeront à la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques. Le 35e RI, premier régiment à former des VEDAT, défilera parmi les troupes à pied et son bloc sera composé de 100 jeunes participants à ce dispositif. Et nous allons passer au point sur les opérations militaires françaises. Merci Madame la Directrice. Et on commence assez traditionnellement, mais avec une pointe d'actualité par le flanc est de l'Europe, alors que l'Alliance est réunie autour du sommet à Washington, autour de ses 75 ans. Eh bien, les armées françaises continuent à être pleinement engagées dans la posture dissuasive et défensive de l'OTAN sur le flanc est. Ainsi, de la Baltique à la Méditerranée, c'est une démarche ferme et non escalatoire au travers de laquelle nous contribuerons aux missions de réassurance de l'Alliance avec des moyens de premier rang, adaptés et réactifs, et singulièrement depuis le février 2022. En Estonie, la mission Lynx, du 1er au 5 juillet, s'est déroulé un exercice interallié qui engageait des tireurs d'élite. C'était la 23e édition du Sniper Fest. Et ça se déroulait au Land Forces Training Center de Gaisunai. Et pour ce faire, Gaisunai est en Lituanie, donc la compagnie s'est déplacée en Lituanie. Cet événement a rassemblé 200 tireurs d'élite venant d'une trentaine de pays différents, parmi lesquels le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, et la Lituanie et l'Estonie. Une compétition qui permet d'échanger sur les savoir-faire à tous les niveaux et de renforcer la cohésion au sein de l'Alliance. Pour la mission Aigle en Roumanie, le bataillon multinational, qui est composé bien sûr des Français, mais aux côtés de leurs alliés belges et luxembourgeois, eh bien, ce bataillon multinational a conduit cette semaine 2 exercices avec ses alliés. D'abord, il poursuit l'exercice de tir réel qui s'appelle Eagle Fury, comme on l'a évoqué la semaine dernière, avec cette fois des tirs de mortiers lourds, des tirs de chars Leclerc ou encore des canons César qui sont déployés. Cet exercice permet la vérification complète des capacités du bataillon dans des simulations de combat particulièrement exigeantes et bien sûr d'éprouver l'interopérabilité et la communalité des procédures avec nos alliés. Ce travail d'interopérabilité se poursuit avec l'école d'artillerie roumaine qui est également là depuis le 9 juillet en observateur et en participant. Au travers d'une séquence à l'intérieur de cet exercice qui s'appelle Eagle Strike. De plus, le bataillon multinational mène depuis 4 juillet un exercice médical qui s'appelle Eagle Angel. Et la première semaine de cet exercice a eu pour objectif d'abord de comparer et de standardiser les procédures médicales entre médecins, infirmiers et personnels médicaux, donc les Français qui sont représentés par le service de santé des armées, et leurs homologues belges, polonais, portugais, avant une mise en pratique dans des conditions de simulation proches du réel. Et tout ceci a pour objectif d'entraîner les alliés à travailler ensemble pour faire face à tous les scénarios jusqu'à la haute intensité. Sur les mers, et plus précisément dans la Baltique, après avoir participé à l'exercice OTAN Baltops 24, puis à de nombreuses activités de coopération bilatérale, le porte-hélicoptère amphibie Mistral poursuit son transit-retour vers son port d'attache à Toulon. Et de son côté, le chasseur de mines tripartite Céphée, vous avez suivi qu'il a participé à l'exercice autant aussi Seabreeze 24, autant au sein du Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, le SNMC-MG1,
Il a donc quitté les eaux écossaises et retourne, après 46 jours sous pavillon de l'OTAN, 5000 nautiques parcourus, tout en travaillant avec des unités alliées intégrées au SNMC MG1, puis dans Baltops 24. Donc vous voyez que énormément d'activités, autant en un déploiement. En Méditerranée orientale, depuis le 28 avril, une frégate déployée contribue à la présence française dans la région et aux capacités d'appréciation autonome de la situation par la France. Et cette frégate a récemment conduit des activités de coopération bilatérale avec les forces armées libanaises lors d'une escale à Beyrouth. On descend au sud pour les forces françaises déployées à Djibouti. Du 30 juin au 4 juillet, les Mirage 2000-5 des forces françaises ont effectué 20 sorties aériennes, des vols qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation opérationnelle des pilotes qui sont déployés, dans le domaine aussi de la défense de l'espace aérien djiboutien, avec un traité que vous connaissez qui nous lie à Djibouti en vertu du traité de défense bilatéral. En mer Rouge, après avoir effectué une escale opérationnelle sur la base navale des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis, la frégate française qui est déployée là-bas a appareillé le 4 juillet pour reprendre des patrouilles de sûreté maritime dans le cadre de l'opération européenne Aspides. Et donc, à travers de ce déploiement au sein d'Aspides, elle réalise des accompagnements de bâtiments de commerce et contribue aux côtés des partenaires européens à la sûreté maritime et à la liberté de navigation dans un continuum de sûreté maritime entre le canal de Suez et le détroit d'Ormuz. Enfin, les rafales de la base aérienne projetées au Levant ont continué d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre Daesh. Du vendredi 28 juin au jeudi 4 juillet, ils ont effectué 16 sorties aériennes pour un total de 71 heures de vol. Et ce sont des vols, vous savez, qui s'effectuent sur l'ensemble du spectre des missions aériennes. En Afrique, et singulièrement au Gabon, 33 élèves officiers de l'ENFOMA, à l'École nationale de formation des officiers de Mandilou, ont terminé un stage particulièrement intense de combat en zone urbaine, qui a duré 15 jours. Ce dernier s'est déroulé au camp de Gaulle, à Libreville, et s'est terminé par une cérémonie de remise de diplôme le 1er juillet. Réalisé régulièrement par les spécialistes insérés au sein des éléments français au Gabon, ce type de formation illustre le haut degré de coopération avec notre partenaire. Et à ce titre, sur décision du Gabon et en partenariat avec la France, le camp de Gaulle est désormais devenu une académie de formation militaire qui abrite désormais la nouvelle école d'administration des forces de défense de Libreville, EAFDL. Et cette école a été inaugurée le 9 juillet par les armées gabonaises, bien sûr, et les armées françaises, les représentants des armées françaises. Ce pôle de formation mixte répond spécifiquement aux besoins exprimés par le Gabon dans les domaines suivants: la protection des frontières, en tout cas des approches terrestres et maritimes, la lutte contre le pillage des ressources naturelles terrestres et halieutiques, et une académie dédiée à la protection de l'environnement et des ressources naturelles est en train également de voir le jour au sein de ce pôle de formation mixte. Au Tchad, du 25 juin au 4 juillet, les forces françaises au Sahel et l'École nationale de formation judiciaire tchadienne ont réalisé un partenariat commun autour des approches de conseil juridique appliquées au droit des conflits armés. C'était une réponse à une demande du partenaire tchadien, avec 2 experts des forces françaises au Sahel qui sont intervenus, 2 experts juridiques, et avec 35 auditeurs de la partie tchadienne, donc les auditeurs de justice tchadiens, avec des échanges, des partages d'expériences dans le domaine du droit des conflits armés et des interventions extérieures, notamment du Comité international pour la Croix-Rouge, qui sont venus enrichir cette formation. Dans la zone Pacifique, la frégate multimission Bretagne poursuit sa préparation opérationnelle pour participer à l'exercice RIMPAC 2024, en débutant, donc c'est organisé par les Américains notamment, en débutant la phase de planification d'état-major à Pearl Harbor, à Hawaï, aux côtés des 29 nations participantes. Pour cette édition, la France engage pour la première fois
une frégate de premier rang que je viens de citer, aux côtés de 40 bâtiments venus de toute la région. Cet exercice majeur permet à la France de démontrer son engagement et son attachement pour une zone Indo-Pacifique libre, un espace ouvert aux côtés de ses partenaires dans la région Pacifique notamment. Pour les forces armées en Polynésie française et notamment le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville, BSAOM Bougainville, ce dernier poursuit sa patrouille dans le cadre de la mission Aquarius, dont nous avions également parlé, une mission de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Dans ce cadre, le Bougainville a pu échanger avec les autorités des îles Cook sur la protection de l'environnement, la gestion des catastrophes naturelles et les crises humanitaires, ce qu'on appelle les missions HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Une séquence qui démontre l'engagement continu de la France en faveur des populations, évidemment, et de la coopération régionale, puisque nous sommes une nation souveraine et riveraine du Pacifique. Dans la zone des Amériques, vous en avez parlé, le 9 juillet, les forces armées en Guyane ont bien sûr assisté au décollage d'Ariane 6. Elles ont surtout contribué à la protection de ce lancement en déployant un dispositif complet et renforcé, interarmé, donc au sol, en mer et dans les airs. Et c'est ce qu'on appelle l'opération Titan. Vous avez 200 légionnaires et leur renfort armés de missiles solaires qui ont été déployés contre l'intrusion, notamment par la voie terrestre, dans la zone interdite. Au large, le patrouilleur La Résolue et la vedette côtière de surveillance maritime Charente ont protégé les approches maritimes autour du centre spatial guyanais. Et dans les airs, vous avez vu la photo, la magnifique photo, un dispositif particulier, et je crois qu'il y a des vidéos en ligne depuis ce matin, un dispositif particulier de sûreté aérienne, renforcé bien sûr, a été déployé. Celui-ci était composé d'un Puma, de 3 hélicoptères Fennec et pour l'occasion de 3 avions Rafale de l'armée de l'air et de l'espace qui étaient déployés pour que tout ceci contribue au succès de l'opération et du lancement, qui est une étape cruciale pour le port spatial européen, garantissant à l'Europe un accès indépendant à l'espace. Toujours dans la zone des Amériques, mais plus vers la zone des Antilles, c'est le début de la saison cyclonique, comme vous avez pu le remarquer. Suite au passage de l'ouragan Beryl sur les îles Union Island, Mayro, Canouan et Carnacou, les forces armées aux Antilles portent assistance sur leur demande aux populations sinistrées, et notamment à la demande de Saint-Vincent et des Grenadines. Du 4 au 9 juillet, en coordination avec le centre de crise du Quai d'Orsay et la préfecture de la Martinique, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer du Mont d'Urville a appareillé de Fort-de-France avec à son bord plusieurs dizaines de tonnes de fret humanitaire de première nécessité, de l'eau potable, des tentes, des lits, des produits d'hygiène, du matériel et des équipements. Ce fret provient de la Direction générale de la sécurité civile et de la PIRAC, ainsi qu'un élan de solidarité de la société civile martiniquaise notamment. L'action des armées françaises démontre la pertinence de leur dispositif en zone Antilles-Guyane et leur capacité à opérer sous très faible préavis afin de porter assistance aux populations. Enfin, retour de la mission Jeanne d'Arc après son tour de l'Amérique du Sud. Le groupe Jeanne d'Arc, qui était composé du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et de la frégate de type Lafayette Guéprat, entame et termine son transit retour. Arrivé à Brest en fin de semaine, le Tonnerre s'est séparé de ses 2 hélicoptères Gazelle et des 37 véhicules du sous-groupement tactique embarqué de l'armée de terre. Ainsi, et voilà. Et donc, le Guéprat, a lui réalisé une escale à Lisbonne jusqu'au 10 juillet. Le déploiement Pégase, la mission Pégase, est un déploiement opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace, mettant en œuvre des capacités aériennes significatives, appuyées par des moyens spatiaux. Une mission qui témoigne de l'engagement français dans l'espace Indo-Pacifique et de son investissement avec les partenaires, bien sûr, dans la zone Indo-Pacifique, mais également ceux qui l'accompagnent et au travers d'escales valorisées tout au long de cette projection à très longue distance. Vous vous rappelez qu'il y a 2 boucles
qui se rejoignent en fait en Australie, une boucle ouest qui a été lancée il y a 3 semaines avec les alliés espagnols et allemands et qui sont arrivés aux États-Unis après des escales en Alaska. Et en Alaska, ils y font l'exercice Arctic Defender 24, une phase de préparation tout d'abord. Le 8 juillet, un premier vol de ravitaillement entre un A400M et les Tornados allemands. Et en parallèle, les Rafales de l'armée de l'air et de l'espace français qui ont réalisé leur premier vol en début de semaine dans le cadre de cet exercice. En associant l'Allemagne et l'Espagne, la France donne une dimension européenne à la mission de projection Pégase, les 3 nations partageant des objectifs communs et des principes, la liberté de la circulation, le respect du droit international et la préparation opérationnelle des forces, bien sûr. Au cours de ces exercices majeurs, les 3 nations démontrent leur interopérabilité et leur connaissance mutuelle. Et ce qui est assez partagé également en termes de principe avec la boucle Est, qui cette fois-ci nous réunit avec le Royaume-Uni. Et donc cette partie qui s'appelle plutôt Griffin Strike a décollé vers l'Est, donc le 6 juillet de la base aérienne d'Istres, après avoir célébré les 120 ans d'entente cordiale au début de l'année. Eh bien, l'armée de l'air et la Royal Air Force réalisent donc cette boucle, cette mission qui s'appelle Griffin Strike, et qui illustre la Combined Joint Expeditionary Force de l'armée de l'air et de l'espace et de la Royal Air Force. C'est un triptyque de puissance aérienne composé de Rafale français, bien sûr, de Typhoon britannique, de ravitailleurs, un A330 Phoenix français et un Voyager de type A330 britannique, et d'avions de transport des A400M français et britanniques. Il y a une première escale technique aux Émirats arabes unis, sur la base aérienne 104 pour notre part, et une escale à Singapour, où la mission Pégase fait sa 3e escale en 3 ans, avec ce partenaire stratégique dans la région Indo-Pacifique. Pour la partie CJEF, finalement, donc la CJEF, la Combined Joint Expeditionary Force, cette boucle illustre une opérationnalisation de ce concept et démontre finalement pour les Français et les Britanniques leur aptitude à planifier et conduire une projection aérienne conjointe à longue distance sous faible préavis. On revient sur le territoire national. Nous avons parlé du 14 juillet du côté historique. Je vais vous parler de la sécurisation pour le rendez-vous unique entre les citoyens et leurs armées. Oui, effectivement, ça se déroule avenue Foch ce dimanche, mais les armées, chaque année, contribuent pleinement à la sécurisation de cet événement. En appui des forces de sécurité intérieure, vous savez qu'il y a le dispositif Sentinelle qui est adapté pour assurer la sécurité des spectateurs au plus près du défilé. Et donc vous verrez des militaires pas loin des tribunes. Dans les airs, l'armée de l'air et de l'espace assurera une protection 3D mise en place pour l'occasion. Ainsi, elle engagera des moyens de surveillance E3F AWACS français, un drone Reaper aussi, des hélicoptères et des avions de chasse en alerte au sol et en vol, ainsi que des avions de guet aérien qui sont utilisés, là aussi pour faire des patrouilles de surveillance en vol. Ce dispositif particulier de sûreté aérienne est complété par des moyens de défense solaire et des systèmes de détection et de brouillage dans le cadre de la lutte anti-drone dans la très basse altitude, ce qui me permet de faire cette phase de sécurisation de l'événement 14 juillet nous fait une transition idéale avec la participation à la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. Nous sommes à 2 semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et le renforcement du dispositif de protection dynamique de cet événement se poursuit et arrive à son terme. Nous sommes prêts. Les armées seront déployées de façon exceptionnelle sur le territoire national à hauteur de 18 000 hommes en appui des forces de sécurité intérieure. Le dispositif militaire Sentinelle pour les Jeux olympiques et paralympiques, mis en place dans un cadre interministériel et planifié depuis plusieurs mois, s'appuie sur des logiques de réactivité éprouvées et une manœuvre logistique anticipée. Vous avez pu suivre l'inauguration du camp Mimoun
vendredi dernier, où seront stationnés près de 4800 militaires. La sécurisation de la Coupe du monde de rugby, plusieurs exercices ont permis aux états-majors de tester les procédures visant à se coordonner dans le cadre d'un dispositif interministériel. Et les armées s'appuieront sur leurs capacités, leur savoir-faire spécifique, ainsi que sur les postures permanentes de protection aérienne, maritime, éprouvées au quotidien pour la protection des Français. J'ai terminé ce dernier point presse. Mon successeur sera le colonel Guillaume Vernet. Il fera le prochain point presse la semaine prochaine, je crois, Madame la Directrice. Exactement. Et voilà, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour l'attention que vous avez bien voulu me porter durant ces 2 années. Et j'espère que vous avez des questions, et pas trop dures, s'il vous plaît, pour le dernier point presse. Éric Sintas, France Télévisions Outre-mer. Vous parlez du dispositif de déploiement pour la sécurisation des Jeux, des sites des Jeux. Qu'en est-il en Polynésie sur le site de compétition de la vague de Tiaroup? Alors c'est pareil, c'est une articulation avec la gendarmerie et les forces de sécurité intérieure locales pour tout ce qui est donc un dialogue civilo-militaire également qui est mis en place. Il y a une surveillance des approches par la maritime, par la Marine nationale, et tout ce qui est à terre, c'est plus les forces de sécurité intérieure qui s'en occupent. Avons-nous d'autres questions? Il y aura aussi un appui terrestre sur réquisition et au besoin. J'en ai une autre qui concerne les patrouilleurs d'outre-mer, les nouveaux patrouilleurs d'outre-mer qui portent des noms des compagnons de la Libération, les 6 d'outre-mer. Je crois que le TCHR est actuellement en cours de réalisation à Boulogne-sur-Mer. Il y a un autre patrouilleur qui était prévu sur 2024 et 2 en 2025, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025. Est-ce que les délais vont être tenus? Est-ce qu'il y en a 2 qui vont être livrés cette année, en l'occurrence le TCHR et sans doute le TRANAP pour la Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que c'est tout décalé par rapport à 2025, notamment avec le Bernardino et le Eboué? Voilà, en gros, est-ce que le programme de livraison est prévu dans les temps par rapport à ces patrouilleurs d'outre-mer? Alors, je serai aussi décevant que d'habitude, c'est-à-dire que je vous parle des opérations. Pour tout ce qui est la LPM et les projections, je passe lâchement au CIRPA si vous avez un commentaire. Voilà. Une dernière question en audio? Non. Nous n'avons plus de questions. Un grand merci, colonel. Merci, et je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne relève pour la suite. Et bon vent, bonne mer pour vous, pour la suite de vos missions. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point presse. Merci. À votre disposition, comme je le disais, le guide média du défilé du 14 juillet. Il y a également l'Esprit Défense qui vient de sortir avec une dédiée justement à nos sportifs de la défense.